Bienvenue dans cet épisode hors-série de DCP du ciné et des potes, dans lequel on a à nos côtés Mathieu Panchina, l'interprète de Raoul Coutard de Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous en ce bon dimanche matin. Avec plaisir. En comparse, autour de la table, j'ai Julien, notre spécialiste de Linklater. Grand fan de Linklater. Voilà. Et Jérémy, à la régie. Donc voilà. On a prévu, donc comme je te disais un petit peu avant, plusieurs questions, genre de qui es-tu ? Et ensuite des questions plus visées vers Richard Linklater. Donc Mathieu Panchina, moi en vrai je t'ai connu déjà à l'époque de On ne demande qu'à en rire. Parce que j'étais un très très gros consommateur de On ne demande qu'à en rire. Et surtout la saison où il y avait Jérémy Michalak qui présentait. C'est celle où j'ai démarré moi. Bah c'est celle-là. T'as fait à peu près 10 participations. J'en ai fait, ouais c'est ça, 10-12 en tout. Mais avant ça, qu'est-ce que t'avais fait ? Qu'est-ce que t'avais eu un petit peu comme parcours Voilà. C'est très large. C'est très très vague. En résumé, je vais faire un résumé rapide. Je suis né à Nîmes, j'ai vécu 20 ans à Nîmes. Après je suis parti à Montpellier en 2003. J'ai découvert le théâtre à cette époque-là. J'avais déjà un peu des velléités parce que j'avais voulu faire... J'avais fait un semblant d'émission de radio avec un copain, on avait enregistré ça, on l'avait envoyé des gens qui nous avaient dit « c'est pas bien ». Et effectivement, c'était pas bien. Mais on l'avait fait. J'avais un peu écrit des trucs, j'écrivais des blagues un peu de temps en temps, mais sans velléité d'en faire ni mon métier, évidemment, ni même un truc amateur entre copains. Et à Montpellier, j'ai commencé à faire de l'impro grâce à des copains qui faisait ça, et du coup je suis allé voir et j'ai intégré une grosse association qui s'appelle le Toast, et c'était vachement bien parce qu'en fait ils avaient plein d'ateliers tous les soirs, et tu payais genre 5 € l'année et tu pouvais aller dans tous les ateliers que tu voulais quoi. Ah oui, c'était pas cher. Ah, c'était vraiment, c'était 2003 aussi, donc c'était quand même un délire, l'inflation. Et donc j'ai commencé à faire de l'impro, et en fait à la fin de l'année je faisais de l'impro, je faisais du conte, des sketchs, je faisais un petit rôle dans une pièce, enfin j'avais intégré le truc. Et c'est comme ça qu'est née ma passion pour le théâtre de manière générale et pour le jeu de manière plus précisément. J'ai fait de plus en plus de théâtre et de moins en moins d'informatique parce que c'est ça que je faisais comme étude. Et jusqu'à arrêter mes études pour ne faire plus que du théâtre dès que j'ai eu mon premier projet pro. Pendant 2 ans, j'ai fait des trucs, des projets comme ça. Je suis rentré à l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art dramatique. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le conservatoire de Montpellier. Mais qu'il faut pas dire que c'est le conservatoire de Montpellier parce que c'est pas la dénomination. Et qu'ils n'ont pas le droit d'avoir cette dénomination-là. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, ça nous amène à 2010. Je me suis installé à Paris en 2012 parce que j'ai commencé à bosser avec Philippe Decoufflet, le chorégraphe, avec qui j'ai fait une tournée mondiale pendant 3 ans. On a joué un peu partout en France, à Londres, à Madrid, à Séville, je crois, en Italie, à Turin. On est parti en Corée du Sud, au Japon, enfin vraiment cette tournée mondiale incroyable, dans laquelle je faisais de la danse et des blagues, toujours. C'est un peu mon fil conducteur de faire des blagues. J'ai commencé à faire un peu des courts-métrages, mais c'était pas terrible, j'avais pas encore rencontré les gens qu'il fallait. J'ai toujours eu envie de le faire, mais j'ai eu une espèce de frustration. Et petit à petit, après j'ai eu un agent en arrivant à Paris, j'ai commencé à faire des apparitions dans Candice Renoir, la série télé. Il y a eu On ne demande qu'à en rire à ce moment-là. Tout s'est un peu entremêlé, et puis petit à petit j'ai fait du seul en scène, et puis des apparitions dans d'autres séries, et puis ça s'est construit un peu en parallèle. Et pendant longtemps c'était beaucoup de théâtre et un peu de télé ou un peu de cinéma. Et puis là, depuis 2-3 ans, ça s'est complètement inversé. J'ai même pas joué j'ai rejoué le week-end dernier au théâtre, c'était la première fois depuis plus de 2 ans. Et parce que j'ai fait que des tournages depuis. Et voilà, donc il y a un truc qui s'est complètement inversé. Et c'est cool parce que c'est une évolution qui me plaît beaucoup. Même si en rejoignant au théâtre là, j'ai redécouvert le plaisir de jouer sur scène et d'avoir un retour immédiat du public qui est très différent des tournages. Ça me manque un peu, mais pas trop, quoi. Ok. Voilà. T'as une préférence du coup maintenant que tu t'as quand même beaucoup plus de cinéma que de théâtre, ou entre les deux, entre le théâtre, le cinéma? Bah en fait c'est surtout que ouais en fait au théâtre j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des grandes tournées internationales, j'ai fait des grands spectacles, j'ai fait du seul en scène, j'ai fait des tout petits spectacles dans des toutes petites salles, j'ai fait des trucs en troupe, des trucs solo. Donc mon expérience elle est plus variée, plus large, et au final bah il y a moins de nouveautés quoi. Là où le cinéma, tu découvres encore finalement un milieu. Voilà, ouais exactement. T'avais fait un petit peu de radio aussi, il me semble, chez Ah Europe oui, c'est 1. vrai. Ah oui, j'avais fait Europe 1, oh là là, quelle histoire. J'avais fait un petit peu chez Europe 1 des chroniques, ouais, dans l'émission d'Anne Romanoff, qui était... c'était dur. C'était dur parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup d'efficacité demandée, et qu'en fait,
je pense que j'aurais eu peut-être plus de succès à France Inter qu'à Europe 1, Ouais. au vu de ce que je disais dans mes chroniques. Même si je suis pas très engagé, il y a quand même un petit message derrière et des attaques qui m'ont valu quelques messages sur les réseaux, déjà à l'époque. Mais ouais, ça c'est un média que j'aime bien, la radio. Ça c'est un truc que j'aime bien. Parce que du coup, vu que c'était à quelle régularité que tu étais sur la radio, Oh, c'était... c'était très inégal, hein. Ouais. Ça a pas duré très longtemps. En fait, je suis arrivé un peu en fin d'année. C'était une émission à midi où il y avait beaucoup d'humoristes. Il y en avait 4, je crois, par émission. Et ça tournait beaucoup tous les jours. Donc, il y a un gros turnover. Et c'était une expérience super, mais vachement... Waouh, c'était un Ouais. délire, quoi. Mais si l'occasion se présentait, peut-être... Ah ouais, carrément. Ouais. Bah après, ça dépend, encore une fois, ça dépend où, ça dépend quoi. Ouais. Il y a des émissions que je ferai avec grand plaisir, d'autres que je ferai pas forcément, enfin, où je le ferai avec moins de plaisir, peut-être. Bah, du coup, c'est vrai que tu as quand même un gros parcours, donc que ce soit radio, plateau de télé, on ne demande qu'à en rire. Est-ce que pour toi, l'humour, c'est quelque chose que tu vois comme quelque chose de passé, c'est quelque chose d'avant dans ta carrière, et là, tu serais vraiment consacré au cinéma, ou c'est quelque chose qui pour toi s'allie très bien en fait? Ah non, l'humour, c'est mon cœur de métier. C'est ce qui relie tout ce que je viens de dire, en fait. Plus qu'un média ou qu'un projet en particulier, c'est vraiment ma façon d'être au monde. Moi, à la toute base, ce que j'ai pas du tout raconté dans mon parcours et qui est quand même le cœur du truc, que j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est le clown. En 2004, je vois un spectacle de clown au Toast, et c'est une claque monumentale. C'est vraiment un truc. C'est l'œuvre déclic en fait. Ouais, exactement. C'est vraiment un truc, je dis waouh. Jamais j'avais vu des gens jouer autant ensemble, être autant intense, avec autant de finesse, autant d'humour. J'ai ri, j'ai été ému, tout à la fois. Mais c'était un délire, quoi. Donc l'année d'après, je m'inscris à l'atelier clown. Je découvre qu'en fait, le processus de travail est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est que moi, je. Et de s'affirmer. Et en fait, de s'affirmer autant donne une écoute de l'autre vachement. Donc ça replace un peu même ma conception du monde et ma conception du rapport à l'autre qui était en construction encore à l'époque, j'étais assez jeune. Et c'est par ce déclic-là que je prends le courage d'arrêter de mes études, quoi. C'est le clown, c'est ma deuxième naissance. C'est ma naissance à l'art, au théâtre, enfin au spectacle vivant et au jeu de manière générale. Et c'est ce qui retrace vraiment l'intégralité de mon parcours. Cet endroit où tu ris quand même. C'est un mec qui disait ça, je sais plus comment il s'appelle. Naturellement, au moment où j'aurais pu briller avec une petite citation. J'ai complètement oublié son nom parce que j'avais oublié cette citation, elle vient de me revenir. C'est l'humour, c'est quand on rit quand même. Et j'adore cette phrase parce que c'est exactement ce que je cherche dans mon travail et que je trouve dans le clown notamment. C'est-à-dire en fait de faire d'aborder des sujets qui sont pas spécialement drôles, mais de trouver un moyen d'alléger, non pas d'alléger justement, de renforcer le drame, mais de le rendre acceptable par le biais de l'humour. J'ai peut-être une question, genre, parce que on a Fred, donc, qui est pas là, mais lui, il vient d'entrer en école de théâtre, mais d'impro. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu décris entre clown et impro. Ouais. Est-ce que c'est vraiment deux parcours qui sont liés un petit peu ou c'est Moi, j'ai commencé par l'impro et j'ai enchaîné avec le clown. Évidemment, le clown est tellement au présent qu'il y a forcément une part d'improvisation. Ouais. Il y a une part de se laisser vivre, de se laisser tranquille et d'assumer tout ce qu'on n'ose pas assumer dans la vie, sa noirceur, sa colère. Ça se nourrit de tout ça. L'impro, c'est plus théâtral, c'est plus méprisé et souvent maîtrisé. Et c'est pas méprisé, maîtrisé. Et c'est souvent voué à de la comédie, là où le clown s'autorise plus facilement à sortir de la comédie. D'accord. Et c'est plus, enfin pour moi en tout cas dans mon expérience, encore une fois, s'il y a bien une chose que j'ai apprise tout au long de ces années, tout est possible et que ça dépend vraiment des gens et que de la perception des gens et de la conception des gens. Moi je partage juste ce que j'ai vécu, quoi. D'ailleurs il y a un truc que c'est ma prof de clown, elle disait ça, et ça je trouve que ça résume bien le clown. C'est qu'elle nous expliquait un truc un peu technique. Elle disait, oui, voilà, le clown, il fait ceci, il fait cela, blablabla, il est comme ci, comme ça, blablabla. Elle nous est rentrée dans une grande explication. Elle terminait toujours par la même phrase. Elle disait, et en même temps, l'inverse est vrai aussi. Et c'est ça le clown que je trouve génial. C'est qu'en fait, tu vas te dire, c'est un truc, il faut rentrer avec beaucoup d'énergie, il faut mettre de là. C'est vrai, parce qu'il faut faire ça. Et en même temps, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien rentrer tout avec une énergie très basse. Et parce que au plateau, l'énergie est très haute, toi tu vas dénoter, et du coup tout le monde va te regarder que toi, quoi. Ouais, parce que le clown, enfin, moi je parle de théâtre un petit peu avec des amis de temps à autre, le clown c'est quasiment le registre qu'on entend le moins et qu'on voit le moins, quoi. Oui, c'est très très discret, mais parce qu'en fait il y a plein de gens à qui ça fait peur, il y a plein de gens qui comprennent pas. En fait c'est un peu pointu le clown. On dirait pas, on a toujours l'image du clown McDonald's ou Pierre du clown de ça.
Et pour moi, c'est deux aspects du clown dans lequel je me reconnais pas du tout, quoi. Et je me pose à l'opposé total de ces deux images-là, d'ailleurs. Mais je suis dans un truc beaucoup plus vivant, humain, charnel. Ouais, je sais pas, c'est plus que d'avoir un nez rouge et une perruque, en fait. Ah oui, c'est vraiment bien tout sûr. un art bien sûr, oui, de la gestuelle. Exactement, du jeu. C'est un vertige absolu de chaque instant. Quand ça marche, c'est des moments inoubliables. Quand t'arrives à toucher du doigt un truc du clown, enfin c'est sublime. C'est juste sublime, quoi. Ça, y a rien de plus beau, en fait, à vivre et à voir en tant que spectateur ou en tant que clown, quoi. Mais c'est un délire, hein. Après, je sais que ça parle pas à tout le monde, et je sais que même moi, hein, des fois, moi, je suis très exigeant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de spectacle de clown, mais c'est pas un truc que j'apprécie forcément. Il y a plein de gens qui font du clown et que j'aime pas du tout. Vraiment. Et j'ai envie de les gifler. Ça me provoque ça me provoque même des accès de violence, des fois. Mais là, la dernière fois que t'as fait clown, ça remonte à quand, à peu près J'avais repris des cours de clown il y a quelques années, et ça a été vachement libérateur. Et j'y reviens régulièrement, en fait. En fait, le clown, c'est marrant parce que quand je suis rentré au conservatoire, enfin à l'ENSAD, il fallait faire une scène classique. J'ai fait du Molière, évidemment. Une scène contemporaine, j'ai fait Les Mouches de Sartre. Et un parcours libre, j'ai fait du clown. Et j'ai appris après coup que c'est parce que j'avais fait du clown et c'est ça qui les avait plu. Ouais, voilà, qui avait attiré mon profil, quoi. Et donc ça a été une très grande étape dans ma vie de rentrer à l'ENSAD. Et en 2011, quand je passe le casting, l'audition pour Philippe de Coufflet, à un moment, il faut faire un numéro un peu drôle. Et on avait le choix entre plusieurs textes. Et il y a un texte où je me dis, si je fais ça, c'est vraiment... Enfin, en gros, j'hésitais entre deux. Le premier texte, je me disais, ça, c'est drôle, c'est marrant. Ça, c'est assez marrant, ça me faisait rire. Enfin, je trouvais ça techniquement marrant. Et l'autre, je disais, ouais, mais ça me fait marrer, quoi. Okay. Et c'était pas la même chose, quoi. C'est vraiment deux textes. Et en fait, je me suis dit, je sens que ça va être un long projet. Va sur ce qui te fait marrer, parce que si t'es pris, il vaut mieux que ça soit par un truc qui te fait marrer et pas sur un truc qui est marrant dans l'absolu, quoi. Parce que, en fait, fondamentalement, je trouvais ça marrant, mais intellectuellement, ça me faisait pas rire, quoi. Et j'ai fait ce truc qui me faisait marrer, et j'ai placé tout ce que je connaissais en clown, l'image idéale, l'affirmation de soi, l'écoute du public, enfin vraiment tous les basiques de technique de clown. C'est grâce à ça, et à ce moment précis où je fais du clown devant Philippe de Coufflet et son équipe, qui disent ok, on va le prendre lui. Et je sais, ils me l'ont dit après aussi, c'est grâce à ça. Et en fait, toutes les grandes étapes de ma vie, c'est grâce au clown que je les ai passées. C'est toujours en me reconnectant à cette énergie-là du clown que j'ai pu retrouver l'énergie que j'ai pu avancer, faire un grand pas dans ma vie et un grand pas en avant. Bah là, du coup, tu parles de pas, genre un sacré pas, c'est quand même le film Nouvelle Vague. Ah bah ouais. Quand même, là, c'est en vrai, genre de tout le parcours que tu décris, genre Nouvelle Vague, là, tu passes tout de suite à un film qui est quand même international à ce stade-là. Comment il résonne ce rôle de clown là, peut-être Alors le clown dans Nouvelle Vague, alors il y a deux choses. D'abord, le Nouvelle Vague est un peu arrivé comme ça, un peu de manière improbable dans ma vie. Mais ça faisait déjà un moment que je commençais à tourner un peu plus quand même aussi. Donc il y a une cohérence quand même. C'est un grand pas en avant, mais voilà. Et en fait, dans le film Nouvelle Vague, moi je joue Raoul Coutard, qui est le chef opérateur. Le film raconte le tournage d'À bout de souffle. Et toute la première partie, c'est Godard qui monte la prod, comme on dirait aujourd'hui. Bon, c'était pas comme ça qu'on disait à l'époque, mais c'est l'idée. Et les 2/3 du film, à peu près, c'est le tournage d'À bout de souffle. Et du coup, moi je tiens la caméra, donc je suis là pendant ces 2/3-là, je suis là tout le temps quasiment. Sauf qu'en fait, quand j'ai lu le scénario, j'ai vu cette première scène où j'apparais, qui est une vraie scène de dialogue avec un rapport de force avec Godard qui est hyper intéressante à jouer, qui était hyper cool. C'était la scène de l'audition, donc autant dire que je l'ai faite et refaite 200 fois avant l'audition. Puis après, quand j'ai répété le film, vraiment, je l'ai fait en boucle cette scène. Quand je l'ai revu, j'ai revu le film là il y a 10 jours. Je la connaissais encore, enfin, elle est revenue quasiment. Elle t'a pas quitté. Ah ouais, non, celle-là, elle est ancrée longtemps dans ma mémoire. Et en fait, après, je suis là tout le temps. Mais dans le script originel que j'ai eu avant de faire les répétitions, j'ai pas beaucoup de texte. J'ai une phrase de temps en temps. Et c'est pas des phrases qui changent la donne, quoi. C'est vraiment des trucs pas basiques et importants, mais voilà, il y a pas un rôle très important dans le texte, je veux dire. Mais il a un côté un peu force discrète. Exactement. Et en fait, ça, c'est parce que je me suis dit, comment je fais pour exister sans parler ? Et ben là, je me suis reconnecté à tout ce que j'ai fait en clown. Et comment j'ai pu travailler ma présence grâce au clown. Et c'est là où ça s'est connecté.
pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est là où ça a connecté. Et c'est en allant chercher tout mon savoir-faire de clown, d'écoute, d'attendre le bon moment pour donner la petite mimique, le petit machin, le petit mot, le son, juste ce qu'il faut, le petit geste. Et ça marche. J'ai eu la chance de voir 3 projections déjà. Et quand je suis à l'écran, les gens me voient et réagissent à ce que je fais. Donc c'est un kiff monumental. Bah, je trouve. Oui, parce que j'allais dire, en plus, tu as toute la problématique du fait que le personnage a vraiment existé. Oui. Donc, ça a toute cette complexité de savoir quel point toi tu dois mettre de toi-même et à quel point tu dois connecter au personnage historique. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai vu plein d'interviews de Raoul Coutard. Il y a eu 2 grandes étapes dans le travail d'acteur pour trouver le personnage, même si c'est vraiment des notions que je comprends pas dans mon travail. La notion de personnage, par exemple, je trouve ça débile. Pour moi, c'est un non-sens absolu. Mais bon, j'ai compris que ça a été pratique pour en parler. Donc voilà. Mais si vous faites du cinéma ou du théâtre, ne cherchez pas un personnage, ça sert à rien. Soyez vous-même. Mais soyez vous un vous possible. C'est pas vous, c'est vous un peu différent, quoi. Bref. Je disais oui, Coutard. Il y a eu 2 étapes dans le travail de comédien. D'abord, la première étape, c'est que je me suis rendu compte que c'était un mec marrant. Vraiment. C'est-à-dire un mec qui raconte des blagues, qui est un peu chambreur, et son autobiographie est assez marrante. Il y a des passages assez marrants. Je l'ai vu en interview, en vidéo, où il parle de Godard et il dit qu'il le surnommait le crocolion et il raconte une blague la fameuse blague du crocolion. Et il est marrant et ça le fait marrer. Et tu le vois se marrer et je me dis, en fait, c'est un mec marrant. Et donc déjà, j'arrive à connecter avec lui grâce à ça. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est dans son film Ohabin, qu'il a réalisé sur ses souvenirs du Vietnam, il fait un petit caméo où à un moment il achète un journal à un gamin et le gamin part avec la monnaie et du coup il lui court après. Et ça dure 15-20 secondes, hein. C'est très très bref. Mais c'est la seule fois où je l'ai vu debout en entier, pas trop âgé. Et du coup, je l'ai vu bouger et ça a déclenché un truc en moi. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé ces 15 secondes, je les ai regardés en boucle pendant un peu, je sais pas, une demi-heure, je pense. Et j'ai pas, il y a un truc qui physiquement a résonné et j'ai laissé mon corps se synchroniser avec le sien et puis voilà, c'est apparu, quoi. Ça a été les 2 grandes étapes de travail. D'abord le côté un peu mental et puis le premier déclic avec l'humour et après le rapport au corps dans son ensemble. Et pour le coup, c'est 2 trucs de clown, quoi. L'humour et le corps, c'est 2. Mais du coup, je me pose une question par rapport à l'interprétation des autres acteurs, parce que par exemple, pour Guillaume Marbeck, ou j'ai plus son nom, à celui qui interprète Belmondo. Aubry Dulin. Ouais, on va dire que c'est des figures qui parlent au grand public, et en fait, c'est plus la ressemblance qui va frapper le spectateur, qui va se dire, ah là, il ressemble, et il a vraiment les mimiques. Par exemple, je sais que vraiment pour Marbeck, ça m'a vraiment épaté. Mais on va dire que la figure de Coutard, elle parle moins au grand public. Et du coup, c'est peut-être une autre forme d'interprétation, une autre forme de présence à l'écran qui va marquer les gens. Je pense que sur Godard, Belmondo ou Jency Berg, enfin sur les figures les plus connues du grand public, le travail des acteurs, je n'ai pas trop parlé avec eux, mais j'ai écouté un peu ce qu'ils racontaient en interview. Et c'est pas tant de leur ressembler, mais d'exister à leur façon et de l'incarner à leur façon. De trouver sur ça, c'est de pas faire sinon tu fais de l'imitation et c'est pas très intéressant, je pense. C'est plus de trouver l'endroit où tu synchronises avec la personne. Et où ça reste vivant, du coup. Tu incarnes quelque chose et tu te dis, si c'était moi, je serais comme ça. Mais en fait, je prends tous ces tics et si moi j'avais tous ces tics-là, je serais comme ça. Et en fait, ça marche. Et ça marche bien. Sur un mec comme Coutard, il est à la fois très connu mais très inconnu. Très connu dans le milieu du cinéma. Il y a plein de gens qui me disent, oh, tu joues Coutard, incroyable, c'est mon chef-op préféré. Et donc, vraiment, j'ai eu notamment les techniciens, les chefs-op en particulier. Mais c'est vrai que le grand public le connaissait pas. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il est quand même un peu documenté parce que ça a été le chef opérateur emblématique de toute la nouvelle vague. Il a un CV long comme le bras et il a une reconnaissance internationale. Il a été récompensé à l'international. Donc c'est quand même, on trouve notamment dans sa période où il est plus âgé en tout cas, on trouve tout un tas de documents qui aident à comprendre, à cerner le parcours. Non, c'est un drôle de travail que d'incarner quelqu'un qui a existé. Et moi, c'est marrant parce que j'ai cherché des gens qui ont... C'est rigolo, j'ai envoyé des messages à plein de gens qui l'avaient connu ou côtoyé.
Et il y en a aucun qui m'a répondu. Et en fait, il y en a plein que j'ai rencontrés après, qui m'ont dit « Ah, mais moi, je le connaissais et tout, machin. » Et je dis « Ah, non !» Peut-être là. Là, j'ai un peu merdé sur ça. Mais par contre, j'ai regardé plein de films par exemple, il y a Guillaume Niclou, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, avec qui j'aimerais bien travailler, qui a fait un film qui s'appelle Les Confins du Monde, qui est un très très beau film. Et il connaissait très bien Coutard, je lui ai écrit, il m'a jamais répondu, pour l'instant en tout cas. Il a fait donc les Confins du Monde parce que Coutard lui racontait ses souvenirs du Vietnam. Et je pense que le film Les Confins du Monde n'est pas du tout l'histoire de Coutard, mais qui a des vrais points enfin, c'est comme si tu me racontais des souvenirs et que je faisais mon histoire avec tous tes souvenirs, quoi. C'est vraiment un truc où il y a dans les images, dans l'horreur que ça a pu être, dans la moiteur de ce que c'était ce pays, dans l'horreur de la guerre, tu retrouves quand même des choses. Et en fait, le film me hante encore aujourd'hui. Et j'ai des images régulières qui me reviennent. Et ça m'a beaucoup aidé à travailler sur le passif de Coutard, qui est à la base des sergents au Vietnam, devient reporter de guerre là-bas, devient reporter de guerre qui suit les combats en direct grâce à Delattre de Tassigny, qui dit on va pas faire de reconstitution, on arrête avec ça. Maintenant, on fait les reporters sont avec nous. Du coup, Coutard se retrouve au milieu des combats avec sa caméra. Et c'est là où, en fait, il arrive avec tout cet aplomb dans la première rencontre dans le film, qu'on voit dans le film, où il fallait trouver cet aplomb de oui, ce qui est marrant, c'est complètement ironique, parce que moi je suis quelqu'un d'assez flippé dans la vie, intérieurement en tout cas, même si ça se voit pas. Et ma première scène dans ce film, je vais voir Jean-Luc Godard et je lui dis écoute mec, j'ai fait la guerre, donc faire des tournages, prendre une caméra et aller tourner sur les Champs-Élysées, suivre des acteurs qui font n'importe quoi. C'est dans les cordes, quoi. Vraiment, c'est peanuts, Ça fait pas quoi. peur. Ouais, ça fait pas peur et c'est peanuts. Et la première scène, c'est ça le truc. Donc il fallait que je trouve l'aplomb, moi en sachant que j'allais arriver sur un énorme plateau, que ce serait mon premier jour de tournage et que c'était peut-être le plus grand truc que j'avais fait dans ma vie jusqu'alors. Et où il fallait que je trouve la légitimité à l'intérieur de moi. C'était un long travail, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je l'ai fait 250 fois cette scène. Mais il fallait au moins ça pour arriver avec cette légitimité, cet aplomb. D'un bébé acteur de cinéma, même si j'ai 40 ans, qui démarre au cinéma, un néophyte. Et voilà, c'était rigolo, quoi. Mais est-ce que le fait parce que t'es quand même de très grande taille, et aussi, alors j'avais vu l'anecdote comme quoi t'avais je sais plus quel objet dans la bouche. Oui. Voilà. Et est-ce que le fait de te métamorphoser un petit peu physiquement, ça t'aide aussi quand même à venir trouver en fait cet aplomb? Alors non, ce qu'il y a dans la bouche, en fait, j'avais des cotons de dentiste le long de la mâchoire en bas pour me donner une mâchoire un tout petit peu plus carrée pour ressembler un peu plus au personnage physiquement. Mais ça a été très vite intégré et oublié. C'est important de les avoir, je pense, mais c'était peut-être un déclencheur où quand je les mettais, il y a un truc qui se passait à l'intérieur, mais je m'en rendais pas forcément compte. Ça te changeait pas, en tout cas, dans ton mindset? Non, pas du tout. Mais parce qu'en fait, je pense que je travaille de telle façon que j'ai l'impression que j'ai été Raoul Coutard pendant 2 mois, tu vois. Alors, je suis pas non plus Daniel Day-Lewis, quoi, mais j'ai un peu ce truc-là j'ai l'impression d'avoir vécu avec lui pendant plusieurs mois, quoi. Ok. Il y a un truc un peu comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec ma femme, et qui est autrice et coach, et ça a été enfin vraiment des fois on a l'impression de vivre à 3, quoi. Enfin, et du coup physiquement il y a un truc qui a changé. Ouais, je sais pas, mais il y a un truc qui s'est emparé de moi, quoi. Mais je me laisse un peu imprégné par ce que je suis, enfin par ce que je dois jouer, etc. C'est un processus assez long, mais c'est hyper intéressant. Je sais plus ce que c'était la question. C'était sur les cotons. Ah oui, les cotons. Ah, c'est ça. Et du coup, première grosse expérience de cinéma, et pas avec n'importe qui, parce que c'est quand même Richard Linklater. Richard Linklater, donc, qui est connu notamment pour sa trilogie Before, mais qui avait été aussi récompensé à Venise pour Boyhood à l'époque. Tu connaissais déjà un peu Linklater avant ou pas du tout? Écoute, 2 fois dans ma vie, j'ai fait des projets qui m'ont fait un step-up. La première fois, c'était avec Philippe de Coufflet. La deuxième fois, c'était avec Linklater. Et dans les 2 cas, je n'avais aucune idée de qui était la personne devant qui j'auditionnais. Aucune idée. Ok. Et en fait, dans les 2 cas, il y a un truc assez marrant. C'est que je m'en suis rendu compte que c'était un mec important. Parce que quand je disais aux gens, tiens, là, je vais bosser avec Philippe de Coufflet, ou là, je vais bosser avec Richard Linklater, j'avais 2 réactions potentielles. Soit les gens qui disaient, c'est qui?
soit les gens qui disaient quoi? Mais non, c'est pas vrai, mais j'adore ce mec, il est incroyable. Et quand t'as 15 personnes qui te disent dans la même journée, tu vas bosser avec Linklater, mais c'est un truc de fou, j'adore. Bah ça, c'est là où tu prends conscience du truc, quoi. Et t'as vu ces films du coup après un petit peu? Oui, bien sûr. Pas tous. Ouais. J'ai vu, mais j'ai pas trop regardé. C'est marrant parce que j'ouvre ma gourde, tous ces bruits charmants. En fait, j'ai pas trop regardé parce que, encore une fois, j'ai essayé de me focus sur certaines choses. J'ai regardé pour savoir qui c'était, pour pas être un peu moins inculte. Mais chaque film, c'est une nouvelle aventure, je crois. Et en fait, le fait de pas savoir qui c'était au casting m'a sauvé parce que je pense que je me serais peut-être mis plus la pression si j'avais conscience de qui c'était, conscience de ce film Ira Khan par exemple. Je pense que j'aurais été un peu moins tranquille à l'audition. Déjà que j'étais bien flippé, et là ça aurait été le pompon. Et ouais, en fait c'est marrant, je me dis c'est comme Coutard, son autobiographie, je l'ai lu jusqu'à ce qu'il parle d'À bout de souffle et j'ai terminé ce qu'il raconte d'À bout de souffle et après j'ai arrêté de lire. Parce que je me disais tout ce qu'il y a après ne me concerne pas. Parce que moi je joue Coutard au début de carrière quoi. Donc en fait tout ce qu'il y a après À bout de souffle, c'est pas... T'as intérêt à moins en savoir pour vraiment garder en tête le moment où il en est dans sa vie en fait. J'en parlais avec Aubry Dulin qui joue Belmondo et qui me disait qu'il avait pas vu tous les films de Belmondo, il s'est arrêté, je sais plus quand exactement, mais il m'a dit parce qu'en fait après c'est un autre Belmondo quoi. Et moi c'était un peu pareil, j'ai eu cette voilà, il y a une part de flemme, ça c'est certain, mais il y a aussi une part de justification de la flemme qui dit je pense que je pense que j'ai eu raison. Parce que je suis assez content finalement de ce que ça a été, ce Raoul Coutard à l'écran, ce que ça rend. Mais je pense, ouais, que le film raconte, c'est pour ça qu'il y a que des acteurs inconnus, dans Nouvelle Vague, sauf Zoé Deutsch qui joue Jane Seberg, parce qu'en fait, tous ces gens-là, à l'époque, étaient inconnus. Quand on regarde À bout de souffle aujourd'hui, qu'on voit Belmondo, on voit tout ce qu'a été la carrière de Belmondo. Mais il faut savoir qu'à l'époque où il tourne À bout de souffle, personne ne le connaît, Belmondo. Il a fait un court-métrage pour Godard, il a fait quelques films avant, il est connu peut-être de certains cinéphiles un peu pointus, mais personne ne le connaît, quoi. C'est pas du tout le Belmondo d'aujourd'hui. Et donc si tu joues Belmondo d'aujourd'hui, aujourd'hui il est mort, mais de fin de carrière alors qu'il est au tout début, il y a un truc qui ne matche pas. Et là avec Coutard c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi j'ai vu des vidéos de lui où il est assez âgé, où il donne des masterclass, et je crois qu'il est en fauteuil roulant en plus, ou en tout cas il reste assis, il bouge pas beaucoup. Je pouvais pas m'appuyer là-dessus physiquement, ça aurait été un non-sens absolu. Et comme il n'y avait pas tellement d'images de lui jeune, il a fallu que je construise quoi. Mais c'est marrant, j'ai guetté plein de trucs sur l'INA et tout, j'ai trouvé des reportages où il est en arrière-plan sur un tournage, un journaliste qui va sur un tournage de film, je sais plus quel film, où il y a Coutard et juste tu le vois avec sa caméra derrière, tu le vois regarder et tout, tu vois que le mec il est pas toujours commode, il est un peu imposant, il a un truc un peu enfin ouais, je sais pas, Mais il avait l'air charismatique en tout cas. Ouais. Et peut-être qu'il pouvait filer la frousse un petit peu. Je pense qu'il était pas de commode de premier abord, mais qu'il était très gentil en fait. Je crois que c'est un peu ce genre de mec. Très drôle. Ouais, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Bah, il aime bien se marrer, quoi. T'avais d'autres questions sur surtout sur on sait que Linklater, il a une façon de tourner assez particulière. Je parlais de Boyhood juste avant, mais c'est un film qui a été tourné sur une dizaine d'années. Et si on regarde ce que soit ses projets sur Before, ou même un de ses premiers films qui était Génération Rebelle, Dazed and Confused en langue originale, il est connu pour laisser beaucoup de marge à ses acteurs, laisser ses acteurs improviser, et vraiment laisser ses acteurs incarner comme ils le sentent. Leur personnage. Je pense que ça a dû coller un peu avec ce que tu nous disais toi sur ta façon dont tu vois la comédie et l'interprétation. C'est certain que la direction de Lee Richard, sa façon de diriger les acteurs et la façon dont je peux donner mon plein potentiel, ça matchait particulièrement, je pense. C'est un mec qui ne dit pas je veux ça, mais qui travaille en amont sur beaucoup de caractéristiques, on fait beaucoup de répétitions. Aussi parce qu'il parle pas français, donc il fallait qu'on blinde ce niveau-là, au niveau du texte et tout, qui nous laisse la place à la proposition, qui fait beaucoup de prises pour user la scène et voir ce qu'il y a à la fin quand elle est un peu usée et que en fait les peaux mortes sont tombées et qu'il reste que l'essentiel, qu'est-ce qu'il y a après, et qui dirige en posant des questions. C'est-à-dire que c'est un mec qui, par exemple, le premier jour de tournage d'À bout de souffle dans le film, on est dans un bar. Et à un moment, il dit je sais plus quoi, Godard, et puis il a plus trop d'idées, donc on s'arrête là au bout de 2 heures, donc on est un peu surpris.
Et John Seberg lui fait une remarque un peu marrante. Et moi, je rigole. Et on coupe. Et Richard, il vient me voir, il me dit, enfin, en anglais, évidemment. Il me dit, est-ce que tu crois que Raoul, il rigole à ce moment-là? Et en fait, dans sa question, il y avait pas c'était pas une fausse question pour me faire comprendre qu'il fallait pas que je rigole. C'était une vraie question. Est-ce que oui ou non, il rigole? Et si oui ou sinon, pourquoi? Et je parle avec lui, je dis, ben, en fait, moi, je pense que oui, parce que ça et ça. Je pense qu'à ce moment-là, il a pas forcément confiance en Godard, il a pas encore toute l'admiration, il est un peu en défiance. C'est un mec un peu bourru et plutôt marrant. Moi, je trouve ça cohérent qu'il rigole, et Richard m'a dit, oui, t'as raison. Ok, cool. Et du coup, on leur fait la prise, et j'ai rigolé, mais d'un rire peut-être plus juste aussi, plus nourri, parce qu'il m'avait posé la question de pourquoi je le faisais. Et c'est hyper agréable, parce que d'un coup, t'es acteur au sens premier, quoi. T'es pas l'interprète de ce qu'il a dans sa tête. T'en pars du rôle, et c'est toi et tu le construis avec. Et s'il y a un truc qui va pas, il te dit, bah là, ça va pas, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons voilà, mais en fait, c'est pas beaucoup arrivé, et ça a été plutôt, c'était un tournage absolument génial de ce point de vue-là, quoi. Et l'autre chose aussi, c'est que comme c'est quasiment que des acteurs inconnus, bah, on était tous très proches et très potes, et ça a matché très très vite. Je pense qu'on a beaucoup, enfin, on a été nombreux ouais, tous, je pense, à se dire, il faut qu'on soit bon, enfin pas bon, mais il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Il y avait un truc j'allais dire enfantin, mais c'est pas enfantin, mais de faire le mieux possible, parce que c'est une chance inouïe que de faire ça, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition aussi. Et on s'est tous tirés dans ce sens-là on donne tout à fond, et on bosse. Et je pense que tout le monde bossait à fond, en fait, que tout le monde a bossé, parce que tout le monde se disait, c'est une chance incroyable que de faire ça. Et là où des acteurs plus confirmés se disent, bon, de toute façon, j'aurai d'autres films derrière, et si celui-là est pas bon, c'est pas grave. Nous, on était tous à se dire, c'est pas qu'on jouait notre vie, parce que ça aurait pu nous tétaniser, mais il y avait cet endroit de beaucoup d'importance, mais très détaché, parce qu'on était ensemble et collectifs et solidaires. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est un truc qui est pour moi emblématique du film et qui est la grande force du film, c'est que le jour où j'ai fait les essayages costumes, c'était un mois avant le tournage à peu près. On me dit, ah, t'es sur le groupe WhatsApp? Non, attends, je te rajoute. Et je me retrouve sur un groupe WhatsApp avec tous les acteurs du film. C'est-à-dire tous. De Guillaume qui joue Godard et Zoé Dutch qui a 1 million de followers sur Instagram. J'ai son 06. Et pas les figurants parce qu'ils n'étaient pas là, mais à ceux qui ont envoyé une demi-journée de tournage. Et il y a, je pense, on est 40 dans le groupe, quoi. Et encore aujourd'hui, le groupe est toujours actif. Et en fait, ce groupe-là, bah, tous les jours où tu tournais pas, t'avais des photos, t'avais des trucs, t'échangeais, machin, tout ça là. Et c'est hyper cool. Et je trouve que la grande force du film, et c'est là où la force de Richard aussi, c'est d'avoir su capter cette énergie du groupe, cette bande de copains qui font un film sur une bande de copains qui font un film. Enfin, il y a un truc. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti en regardant le film. Moi, ça me rappelait nos années de fac, en fait, où quand on était à la fac, on a eu ces moments où on passe une journée pour préparer un court-métrage. Ensuite, tu finis la journée, tu manges ensemble. C'est ça. Et pareil, ou d'autres tournages où tu passes une semaine, tu finis tard à minuit, tu repars le lendemain à 8h du matin, 6h du matin, et tu continues à tourner. Et pour des petits projets où tu sais même pas ce que ça va donner, hein, tu t'as aucune idée de ce que ça va donner. C'est très anarchique, mais c'est génial, en fait, comme expérience. C'est la fougue de la jeunesse, quoi. C'est cette fougue-là où tu vas t'embarquer dans un projet, tu sais pas ce que ça va donner, et tu as toujours l'impression que tu vas réinventer tout en le faisant, et qu'en même temps, peut-être c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, on essaye, on y va, et on fait du mieux qu'on peut, et je pense que cette énergie-là que tout le monde a connue, n'importe qui a fait un projet, quel qu'il soit, même pas que de cinéma, quel que soit ton projet, en fait, n'importe qui va se reconnaître là-dedans, dans cette énergie-là, je pense. Et là où Richard il est fort, c'est qu'il a pris des gens qui, intrinsèquement, par leur parcours débutant, Guillaume Marbeck, il avait fait un court-métrage avant le film, c'est tout. Donc c'était vraiment très très nouveau, quoi. Et il a pris des gens qui pouvaient revivre, par la force des choses, par l'évidence de ce qu'était leur parcours, revivre cette expérience-là dans un projet suffisamment ambitieux pour eux. Et donc, enfin, c'est très malin, je trouve. Et la première fois que j'ai vu le film, c'est ce qui m'a sauté au visage le plus, quoi. C'est vraiment comment il avait réussi à capter cette énergie de groupe, cette connivence entre chacun. Parce qu'en fait, sur tous les plans,
il y a Richard qui nous dit mettez-vous là, ou le chef-op, David, qui nous disait mettez-vous là, là et là pour des histoires de placement, ou le premier assistant. Et en même temps, nous, naturellement, on se mettait, tu dis, viens, Benjamin, viens avec moi. On fait un truc tous les deux aujourd'hui. Par exemple, il y a plein de scènes où on est là au café. En fait, les placements, ils étaient un peu faits par l'équipe, mais c'est nous aussi, on disait, putain, mais viens, aujourd'hui, j'ai envie qu'on viens. Ou parce qu'on parlait à la cantine, l'après-midi, quand on commence on finit la discussion sur le plateau. Et du coup, on amène ce naturel de la vie, de la cantine, enfin de la vie au plateau, et du coup, le plateau est très vivant. Et du coup, en fait, je suis assis à côté de machin, pas parce que c'est bien dans le script, que c'est comme ça que ça doit être, mais aussi parce que j'étais en train de parler avec lui juste avant, que je voulais finir ma discussion. Ou parce qu'on s'entend bien et qu'on rigole ensemble, et en fait, c'est trop cool, quoi. Ce que je remarque au final, c'est que le film, déjà, dans ce qu'il représente, c'est très encourageant, parce que tu vois une bande de potes qui font un film et que le film il va être ultra influent. Et même pour vous, en fait, l'histoire de la création du film, il est très encourageant parce que vous tous, vous partez un petit peu de chacun de vos parcours et que là, c'est un film qui va vous propulser et qui, en tout cas, qui a réussi à créer cette émulation et ce côté très bande de potes, quoi. Ben ouais. Et puis, je trouve que c'est là où Richard il est très, faut vraiment, faut le saluer là-dessus. Il est trop fort là-dessus, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, dans sa filmographie, c'est un truc qui refait souvent de capter l'énergie comme ça de la vie. Et ouais, c'est vraiment une bande de potes qui fait un film sur une bande de potes qui fait un film, quoi. Il y a un truc de mise en abîme. Et c'est pour ça que ça donne un côté très documentaire, très réaliste. Parce que, à la base, et même, enfin, je trouve que tout le monde joue très très bien. Et joue même un peu mieux, peut-être, que ce qu'il joue d'habitude, grâce à ça. Après, je sais pas, je dis ça, mais j'ai jamais vu les autres jouer quasiment dans. Après, c'est vraiment pour le coup, c'est la critique qui ressort le plus, c'est les acteurs, quoi. Mais Bah de oui, tous les avis que je peux trouver sur le film, en général, vrai. c'est ce qui trône, tu vois, dans ce que C'est les vrai. gens ont apprécié du film. C'est vrai. Donc c'est finalement, comme tu dis, il est très fort à ça, Richard Linklater, Mhm. mais pour le coup, c'est vraiment c'est ce qui fait matcher le film, quoi. Mais je suis totalement d'accord, et c'est vrai que c'est un truc qui, qui est salué par tout le monde unanimement. Il y a des gens qui ont des réserves sur le film, ce que je comprends, parce que après, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des réserves que je comprends, qui moi me dérangent pas, mais ouais, où je dis ok, c'est légitime. Je comprends, quoi. Mais c'est vrai qu'unanimement, le truc qui revient toujours, c'est le casting. Et la performance de Guillaume en Godard, la perf de Zoé en Jane Seberg et de Aubry en Belmondo, et puis des fois d'autres acteurs. Mais vraiment, le casting impeccable, quoi. C'est vraiment la grande force du film. Et ouais, ben, merci la prod et merci Richard, quoi. Là-dessus, il faut leur rendre parce qu'ils ont pris le temps, hein. Ils ont fait plus d'1 an de casting, je crois. Ah oui. 6 mois ou 1 an, ouais. Pour trouver tous les acteurs qui ressemblent et qui ressemblent physiquement et dans l'énergie aux acteurs d'origine, enfin aux personnes d'origine. Enfin, Parce que le tournage, il a eu lieu de quand à quand? Mars-avril 2024, il y a 1 an et demi. Moi, j'ai été casté. J'ai fini mon casting en janvier. J'ai appris fin janvier que j'étais pris. Je me souviens, j'étais tombé sur l'anecdote comme quoi tu avais croisé Guillaume Barbec en soirée. Ah ouais, ça, et que c'est comme ça que finalement que tu as trouvé. Cette histoire, mais vraiment des fois l'alignement des planètes, quoi. C'est en fait, à la base, c'est un copain qui vient chez moi qui me dit j'ai vu une annonce sur Facebook, j'ai un casting, il faut faire une tape, c'est-à-dire se filmer chez soi. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui, bien sûr, avec plaisir, parce que j'ai été aidé par des gens, j'aide des gens, c'est normal. Et je le fais avec plaisir, en plus c'est un copain. Donc il me dit, mais il y a un mec, il te ressemble, peut-être tu pourrais le faire toi aussi. Parce qu'il cherche des gens qui ressemblent à des gens qui ont existé et tout. Donc il m'envoie la photo de Raoul Coutard. Vraiment, je vois la photo, je dis ouais, bon. Et ma première pensée, c'est même, il me dit ça pour me faire plaisir, parce qu'il assume pas trop de me demander de l'aide, et que du coup, il me dit, voilà. Du coup, on fait le casting. Donc, on se filme une fois en racontant, il fallait présenter un objet qui nous plaît, et qui était important pour nous. Et après, il fallait faire une photo ressemblant à une photo existante du personnage. Donc, on passe un quart d'heure à faire 2 vidéos où on parle d'un objet, lui de sa marionnette, et moi d'un DVD de La Bostella, le premier film d'Edouard Baird. Vraiment. L'arnaque, putain. Et après, on passe 2 heures, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus de temps, à essayer de faire la photo avec la tête un peu comme ça, tourne un peu la tête, mets ta main comme ci, pour ressembler, lui à Romer et moi à Coutard. Et on fait ça c'est en décembre. Avant de partir à Noël, je fais des allers-retours,
parce que j'ai des dates un peu, je sais pas où, je vais à Chamonix faire un truc événementiel, je reviens, je prends une cuite monumentale le soir, parce que c'est un truc d'entreprise. Le lendemain, je prends le train à 8h, à midi, je suis à Paris, parce que naturellement, pour la Chamonix, ça prend 4 jours. Et je vais directement de la gare au casting. Donc vraiment, j'arrive dans un état, le mec, il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, quoi. Et donc, je passe le casting, plutôt chouette, c'est un peu lunaire, c'est un peu étrange, c'est un peu dans un autre monde avec Stéphane Battu, qui est un directeur de casting extraordinaire, qui en fait nous commence à me dire, il me filme, il me dit, est-ce que tu peux me raconter une fois où tu as changé de monde, où tu as eu l'impression de changer de monde? Waouh, le délire, quoi. Donc je lui raconte quand je suis parti au Japon avec De Coufflet, parce que là pour le coup c'était quand même un délire. Et voilà. Et après on fait une scène où j'improvise le fait de rentrer dans une pièce et de regarder les lumières et en tant que chef op. Donc heureusement avant j'avais vu une pote qui est chef op et qui m'avait donné des billes. Et de l'impro dure 5 minutes, quoi. C'est hyper long et je sais pas quoi dire. Moi, je dis, ouais, il y a des murs là, ouais, c'est bien. Ah, la lumière vient de là, ouais, ouais, je crois qu'on peut tourner là, ouais. Puis de temps en temps, il me relançait d'une question et tout. C'était extraordinaire. Ça m'a paru infiniment long, mais pas nul, quoi. Mais pas non plus, voilà. Noël passe et je rentre à Paris fin décembre, Nouvel An, et puis début janvier, j'ai un copain le 3 janvier qui m'envoie un message en disant, ouais, lundi, en plus, c'est un lundi, quoi. Qui fête ton anniversaire un lundi? C'est mon anniversaire, le 6 janvier, je crois. Je fais une fête le jour même parce que j'ai envie de faire ça. Je t'invite, tu veux pas venir? Et moi, c'est un mec que j'aime bien, c'est un copain, mais c'est pas non plus mon meilleur pote, quoi. Mais c'est un copain, donc je sais pas, je dis oui, non, je sais pas. Puis il neigeait à Paris, en plus, vraiment l'enfer. Et c'était vraiment à l'autre bout de Paris, il fallait que je prenne le métro, que j'ai 2 changements, enfin, vraiment l'enfer, quoi. Tout me dit de pas y aller. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit vas-y. Mais vraiment, et je sais pas pourquoi, il y a vraiment, toute la journée, je me dis, je vais pas y aller, je vais pas y aller, je vais pas y aller. Et au dernier moment, je dis, tiens, il faut que j'y aille. Et vraiment, comme, je sais pas, il y a un mystère. Et j'arrive à la soirée, et je connais personne en plus, donc vraiment, je me retrouve sur le balcon à taxer une clope à une nana qui discute avec un gars, elle est influenceuse de cuisine, et lui, il a un resto, et tu sens qu'il lui tient un peu la jambe et tout. Je lui taxe une clope parce que vraiment, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et il me dit, et toi tu fais quoi? Je dis, bah je suis comédien. Il me dit, ah mais mon mec aussi il est comédien, ah là il va percer, truc de fou. Alors, moi, des gens qui m'ont dit je vais percer, je suis autant te dire que j'en ai déjà vu un paquet et personne ne les connaît. Et elle me dit, ouais là il va jouer Godard. Et je tilte un peu, je fais, c'est-à-dire dans un film de Richard Linklater. Nom que j'avais vu sur la vidéo d'audition mais nulle part ailleurs. Et donc je dis, ah mais j'ai passé le casting, attends mais je vais te le présenter. Donc elle appelle Guillaume, on commence à discuter avec Guillaume et qui commence à parler comme ça, comme Godard, que j'imite très mal. Et au milieu de ces gens il y avait lui, mon pote, dans cet anniversaire, est musicien, donc il y avait une chanteuse d'opéra qui lui chantait Joyeux anniversaire en opéra. Enfin, c'était lui qui jouait au piano pour l'accompagner. Et moi, dans un coin, à jouer Raoul Coutard avec Guillaume qui joue Godard, qui me dit, parce qu'en fait, la dernière fois, on a eu un Coutard, mais il était trop comme ci, il passait comme ça. Il dit, donc il faut qu'il soit plus comme ça, comme ci. Et du coup, je dis, ah oui, plus comme ça. Et je joue un peu, il me dit, oui, voilà, c'est ça, vas-y, creuse un peu, vas-y. Et on commence à faire des impros autour des personnages et tout. Enfin, c'est un délire, quoi. Et ça dure 1 heure. Et 3 jours, et j'envoie un mail le lendemain à Stéphane Battu, le Dearcast, et je lui dis, écoute, j'ai rencontré Guillaume Marbeck, qui joue Godard. Il m'a donné plein de billes pour Coutard. J'espère faire le second tour parce que vraiment, là, en fait, j'ai compris des trucs sur le personnage que j'avais peut-être pas compris au premier tour. Il me dit, bah, ça tombe bien, t'es prêt au second tour. Viens tel jour, telle heure. Et je passe une demi-journée avec la prod, le Richard Linklater, d'autres comédiens qui viennent auditionner pour d'autres rôles en même temps, et Guillaume qui arrive ce jour-là. Et on fait une fois la scène, elle est pas terrible. Et Guillaume Montréal, il me dit, souviens-toi de la soirée. Comment on avait trouvé un truc dans la soirée. Et juste, il me dit ça et ça me reconnecte à l'endroit de la soirée. Il y a un truc qui se détend instantanément. On refait la scène et c'est exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Et derrière, après, on fait d'autres impros sur des trucs et tout. Et ça l'a fait, quoi. Mais vraiment, le hasard le plus total, l'alignement des planètes, je sais pas comment on dit, quoi. Voilà, c'est trop bien, quoi. Le karma, le destin, ouais, non, c'est ça. Il y a un truc de. Après, moi, je suis assez sensible à ce genre de choses, mais. L'intuition, quoi, le truc d'aller voir, il faut aller par là-bas. Tu sais pas pourquoi, mais il faut y aller, et puis voilà. Et c'est fou. Je penserais à aller à des soirées plus souvent. Je suis un peu le même gars qui a la flemme d'aller aux soirées, toi, qui est un peu en mode genre. Des fois, tu sais jamais, ça peut t'ouvrir des portes. Tu peux te retrouver. En fait, quelque part, c'est parce que je suis allé à cette soirée qu'après j'ai monté les marches à Cannes, quoi. Pas mal. C'est quand même un truc de fou, quoi.
Et là, du coup, un petit peu après, t'as déjà des ouvertures, des trucs qui se présentent ou Ouais, là j'ai. Alors dans les projets concrets, je fais une petite apparition dans un film qui s'appelle Jour J, une comédie avec de Claude Zidi Jr., qui avait fait Ténor, qui est un très beau film. Mais ça sort dans une semaine, Ça sort là le Ouais. 15 octobre. Ok. Donc là, vraiment, j'ai un mois d'octobre chargé. Le 8 octobre, c'est Nouvelle Vague. Le 15 octobre, Jour J. Et le 31 octobre, les burgers sanglants. Ça, c'est produit par Arte. En fait, l'an dernier, on a fait un truc qui s'appelle les burgers volants, qui est, je crois que c'était une première mondiale. C'était produit par Arte sur Twitch et YouTube. C'est une fiction entièrement filmée en direct, au cours de laquelle les viewers, les gens qui regardent, peuvent voter pour faire des choix à la place des personnages. Et qu'en fait, en gros, il y a un personnage qui a beaucoup d'hésitation dans l'épisode de l'an dernier. C'était parti de ça, et le personnage remettait ses choix au hasard, souvent. C'est-à-dire, si il travaillait dans un truc de burger, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et il se disait, voilà, si le prochain qui me commande, il prend le menu A, je fais ça, je vais aider ma pote, et s'il prend le menu B, je vais pas l'aider. Et en fait, c'est les gens qui votaient, les gens qui regardaient, qui votaient pour l'un ou l'autre. Et les deux étaient écrits, tout était écrit, tous les embranchements possibles étaient écrits. Nous, on a appris les 1500 pages de texte et toutes les variations possibles. Et on avait des oreillettes et on nous disait, bah, le public a voté menu A. Du coup, le figurant, enfin, ou le petit rôle qui faisait, venait dire, je veux un menu A. Et du coup, nous, on prenait toute la partie menu B, on la jetait et on jouait la partie A. Tout ça filmé en direct comme un vrai film avec des plans, des champs contre champs, plusieurs caméras et tout. Enfin, donc c'est un bordel technique, mental, artistique, etc. Mais ça a été un gros carton. Je crois que c'était à l'époque la troisième plus grosse audience de Twitch ce jour-là. Ça a été un gros carton. Voilà. Et donc il y a une saison 2, ça c'est le 31 octobre, ça s'appelle Les Burgers Sanglants. Ce sera sur Twitch, mais ce sera aussi cette fois-ci au cinéma. Ah oui. Direct au cinéma, et les gens vont pouvoir voter depuis le cinéma. Oui, c'est pour ça que j'avais réagi, parce que j'avais vu justement qu'au MK2 Bibliothèque, Voilà. ils proposaient des places pour ce truc-là. Ouais. Exactement, et il y a un peu, alors pas partout en France, mais à quelques endroits en France. Je sais qu'à Albi, par exemple, il y a ce truc-là. Il y a le MK2 Bibliothèque à Paris, et il y aura sur Twitch, et il y aura d'autres trucs encore en cours de... Voilà, donc ça c'est un gros mois d'octobre en termes d'actualité. Et à partir du 1er novembre, pour l'instant, je n'ai pas de travail. Mais on sait toujours que ça arrive et que ça finit par arriver. Et puis il y aura un peu de théâtre qui revient. J'ai fait des castings dont j'attends les réponses. Et on croise les doigts parce que c'est des beaux projets. Et puis on verra bien. Est-ce qu'il y a... Bah, du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un réalisateur avec qui tu voudrais travailler. Mais là, est-ce que tu as un peu un artiste gold, où tu te dis là, tu as vraiment envie d'y aller? Il y a beaucoup de gens dont j'admire le travail. Bah, c'est compliqué d'en choisir un. Bah, par exemple, quelqu'un avec qui j'adorerais travailler, c'est Albert Dupontel. Ok. Parce que ça a été En fait, quand j'étais ado, la triptyque ma sainte trinité à moi, c'était Albert Dupontel, Benoît Poulvorde et Édouard Baird. Après, j'ai découvert d'autres gens des cinéastes qui me plaisent aussi beaucoup, mais ouais, Albert Dupontel, ça reste un truc de l'ado qui se dirait waouh, j'ai réussi ça, quoi, c'est cool. Et artistiquement, je trouve qu'il est intéressant. J'adorerais vraiment bosser avec Bully Lanners, dont j'adore les films qu'il réalise. Et j'adore en tant qu'acteur aussi. Bully Lanners, c'est vraiment waouh, le Eldorado, mais quel film, c'est incroyable. Une espèce de road movie en Belgique. Enfin, esthétiquement, c'est très beau. Ce que ça raconte, c'est poignant, c'est drôle. Enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Bully Lanners, waouh. Et de l'Épine Kerverne aussi, ils ont fait beaucoup de films ensemble. Altra, Vida les premiers, ça j'adore. Louise Michel, je crois que je les ai tous vus. Et j'adorerais bosser avec eux aussi. Ça, c'est tout ce cinéma-là que j'aime bien. Ce truc un peu que j'associe étrangement à la Belgique. Mais c'est un endroit où ça a pas peur de ce que je disais au tout début, en fait. C'est-à-dire, c'est drôle, mais pas que. Et l'humour était un moyen de raconter un drame. Parce que Altra, par exemple, c'est un drame, c'est un film en noir et blanc, c'est un peu après. C'est hyper drôle, mais tous les plans sont excessivement beaux. Et c'est deux fermiers qui se détestent, qui sont voisins. Ils se battent, ils ont un accident à cause d'une machine. Et du coup, ils se retrouvent les deux sans jambes. Et enfin, sans pouvoir utiliser leurs jambes. Et ils vont partir ensemble alors qu'ils se détestent
à remonter jusqu'en Finlande pour aller porter plainte auprès du constructeur Ok. de la machine. Donc c'est une sorte de road movie entre Delépine et Carverne qui jouent les deux rôles principaux. C'est un road movie en fauteuil roulant qui part de la campagne française jusqu'à la Finlande. Et il y a Poulvord dedans, il y a Coris Maki à la fin, enfin, c'est un casting incroyable. Et ce film, c'est un chef-d'œuvre. J'adore. Je crois que j'en ai déjà entendu parler, et en très très bien, Non, mais mais j'ai peu aucune de, image qui me peu de vient en gens tête. l'ont vu, je pense, mais c'est un film à voir. Ça, c'est un très très beau film pour moi. Et est-ce que là récemment au cinéma t'as eu un film qui t'a marqué dans les Oui. sorties récentes Là, je rattrape un peu ma culture cinématographique dans laquelle j'avais fait une petite pause. Un des derniers films qui m'a bouleversé, c'est On ira de Enya Barou, qui est un film sur la fin de vie avec Hélène Vincent qui joue une femme un peu âgée qui décide d'aller mourir en Suisse et qui embarque son fils qui est joué par David Ayala et un infirmier qui est joué par Pierre Lotin et sa petite fille dont j'oublie le nom à chaque fois, une super actrice aussi. Et c'est une sorte de road movie comme ça vers. Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà, j'ai pleuré tout le long, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un très très beau film. Ah oui, je l'ai vu, je confirme. Ouais, c'est... Ouais, ça c'est voilà. Après il y en a plein d'autres, hein, des beaux films, mais ça c'est un des derniers qui m'a beaucoup marqué. Et encore une fois parce qu'on en revient toujours au même truc, que c'est vraiment ça, c'est drôle et c'est pas drôle en même temps. Ça parle de la fin de vie, de la mort, donc on en a parlé tout à l'heure un peu en off. J'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la question de la mort et c'est un sujet qui me passionne. C'est très étrange de dire ça, mais c'est un vrai truc. En fait, je suis passionné par l'impact que la mort a sur les gens. Alors dit comme ça, c'est un peu débile, mais sur les gens qui restent, je veux dire. C'est-à-dire en fait comment moi je me suis toujours senti beaucoup plus vivant dans un enterrement que le reste du temps. Parce qu'en fait, la proximité de la mort te rend plus vivant et te rappelle à l'urgence de vivre. Et voilà, c'est cette mécanique-là avec laquelle j'aime jouer et que j'aime, comme si j'avais envie de dire aux gens, et les gars, on meurt tous un jour, profitez de la vie, quoi. C'est un peu Ton mon message mojo. de vie, c'est ça, depuis toujours. Et j'ai fait plein de spectacles qui, finalement, disent un peu tout ça. Non, mais c'est beau parce que ça, c'est un discours que j'entends pas suffisamment au quotidien, quoi. Mais parce qu'en fait, on a un rapport à la mort. Alors là, on bifurque complètement. Mais je fais une petite parenthèse parce que c'est hyper important. Il y a un bouquin extraordinaire de Philippe Ariès, qui est un sociologue ou ethnologue, je sais plus, ou probablement les deux, qui s'appelle Histoire de la mort en Occident du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Et il dit il y a 4 temps. Je vous le fais très très bref. Premier temps, la mort est totalement acceptée. On est dans une mort très quotidienne. Enfin voilà, où les gens ils naissent, ils meurent, c'est normal, c'est la vie. Après, on arrive dans la mort de moi. On prend conscience qu'on va mourir. Du coup, le rapport à la famille se transforme parce que le rapport à l'héritage se transforme et que avant la famille était une notion un peu plus vague et large et fluctuante. Là, il y a la filiation commence à apparaître et c'est important. Après, il y a la mort de toi. Donc, on prend conscience que l'autre va mourir. Et là, apparaît le romantisme noir. C'est à ce moment-là que se rapprochent Eros et Thanatos, qui n'étaient pas du tout rapprochés au départ. C'est à ce moment-là que les deux se rapprochent. Et du coup, ça a des textes incroyables. J'ai un bouquin qui s'appelle Ma morte, où vraiment le livre dit elle était morte, elle était si belle. Enfin, c'est un rapport très étrange, très fascination un peu morbide. Esthétiquement, ça rend des choses superbes. Et après, aujourd'hui, on est dans une époque de la mort interdite. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Il faut surtout pas en parler. On ne dit plus que vous allez mourir un jour. On dit que vous allez vivre encore tout ce temps-là, comme si on allait vivre éternellement. Les cimetières sont de plus en plus loin des villes. Les seuls cimetières qui sont dans les villes, genre le Père-Lachaise, c'est presque plus un musée qu'autre chose. On n'en parle surtout pas, c'est tabou, c'est vraiment... et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de raisons, mais on est aussi dans un monde capitaliste, et que le langage du capitalisme, c'est la publicité, et que dans la publicité, on te vend qu'on est tous heureux, joyeux, et que achète ça parce que ça te rend heureux, et que quelque part, achète ça, ça éloigne la mort, voilà. Et en fait, on passe notre temps à mettre des paravents devant la mort, et c'est, je pense, à mon avis, pour ça, que il y a une forme de dépression qui s'installe chez beaucoup de gens. C'est parce qu'en fait, on n'a plus l'espace de la vie, parce qu'on n'a plus la réalité de la mort dans nos vies. Et qu'en fait, il faut accepter la réalité de la mort pour profiter pleinement de la vie. Et pour... voilà. Alors, pas que, c'est encore une fois, il y a beaucoup de nuances à apporter à ce que je dis, je résume en très bref, parce que il y a évidemment plein de contre-exemples, et évidemment, voilà, j'en ai conscience. Mais je crois que ce que je raconte, il y a un fond de vérité chez beaucoup de gens. Voilà. En tout cas, ton bouquin, là, Essai sur l'histoire de la mort en Occident au Moyen-Âge, voilà, j'ai la page Amazon sous les yeux.
je vais sans doute acheter. Ah bah, Ça m'intéresse, tu vois. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Tout seul comme un grand, où je parle de la mort, où j'aborde le rapport à la mort, après avec plein d'étapes, toutes les étapes du deuil, la colère, d'un côté ça, et de l'autre le côté pragmatique, le notaire, les pompes funèbres, etc. Et ça a été ma Bible. Et notamment dedans, il dit, pour vous donner envie de l'acheter, je n'ai aucun droit, je ne touche rien, c'est vraiment un cadeau. Il y a une vanne que j'ai prise telle quelle dans le livre, où à un moment il dit, et enfin j'ai tiré, j'ai quand même, je sais pas, voilà. À un moment il dit, la mort c'est devenu tabou de nos jours, faut surtout pas en parler, surtout pas le montrer, c'est comme la masturbation. Et du coup je suis parti de là, j'avais écrit d'autres vannes derrière, mais c'est exactement ça dans notre époque, on parle presque maintenant plus de masturbation que de la mort. C'est comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Non, non. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la mort, mon ami? Non. Ok. Je souhaite une longue vie à tout le monde, Ah oui. évidemment. Mais rappelez-vous que vous êtes mortel. Memento mori, c'est ça. Ouais, ah bah... Non, celle-là, je la sors rarement, mais... Non, mais genre... moi, j'aime bien conclure sur la mort. Comme ça, au moins, il y a une sorte de finalité à tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, messieurs? Un grand merci à Ouais. toi, Bah, Mathieu. merci à vous, merci pour vos questions et votre écoute, c'est très agréable. C'est un dimanche matin très agréable. Ah bah, ça fait plaisir, en tout cas, autour d'un café. C'était très passionnant comme discussion. Ah bah, tant mieux, Ouais. parce que pour moi c'était passionnant. Mais moi j'aime bien parler aussi, c'est pour ça. Bah, c'est pratique, quand même, quand on aime bien parler, qu'on est interviewé. Exactement, ça c'est cool. En plus j'ai un aft qui est très douloureux. Et du coup, Ah ouf. sur la lèvre, pile sur la lèvre, donc c'est un effort, mais je l'ai oublié pendant tout ce temps. Donc c'est vraiment que je me suis vraiment bien amusé. Bah écoute, merci encore une fois de ta présence. T'es la première personne vraiment qu'on invite, à qui on interview. Et franchement, c'était une super expérience. Bah, merci beaucoup. Et en tout cas, bah, on vous souhaite bon après-midi, bonne soirée. Et comme d'habitude, des bisous. Allez voir Nouvelle Vague aussi. Ah bah oui, oui. bah oui. Ah Allez oui. au cinéma, allez voir des films français et allez voir Nouvelle Vague, c'est important. Ouais, je trouve que ça fait pas assez d'entrée, justement. Ben, on a été très bien parti et j'ai pas les derniers chiffres donc je pourrais pas dire, mais il faut que ça continue comme ça et Ouais. je pense que en fait, je terminerai là-dessus, c'est que on pourrait croire que c'est un peu élitiste, qu'il faut un peu connaître Godard, qu'il faut pas du tout. C'est ça qui est vraiment génial, j'ai trouvé dans Nouvelle Vague. Alors, je suis pas un expert de la Nouvelle Vague, mais j'avais déjà vu à bout de souffle quelques films de Truffaut, quelques films de Godard. Mais on n'a pas besoin de connaître cette période-là. Et au contraire, je trouve que le film donne envie de découvrir cette période. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais même qu'au-delà de ça, en plus de ça, c'est un film qui donne envie de faire des choses, de s'investir dans des projets, pas que de cinéma. C'est un truc qui parle à tout le monde et on retrouve l'énergie de faire des choses, quelles qu'elles soient. Mais c'est un film, vraiment, j'espère que le bouche à oreille va faire son petit bonhomme de chemin. Merci encore. Et puis, bonne soirée, bon après-midi. Mangez nuit. des pêches. Et à bientôt dans DCP. Voilà. 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 Dans DCP.